Merci d'être venus aussi nombreux. On est vraiment content d'organiser cette lecture avec Gaël Cavalier. Alors juste deux mots pour vous présenter l'histoire de ce livre. Ça a commencé au mois de janvier, je crois, avec un petit mail de Stéphane Benoît, l'alpiniste Stéphane Benoît, qui m'a envoyé un mail en disant « Tiens, écoute, j'ai une jeune femme, Gaël, qui m'a envoyé ce texte, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc moi j'ai transmis tout de suite le mail à Charlie, qui est directeur littéraire des éditions Guérin, et à Stéphanie Tizy, avec qui on forme un petit comité éditorial. Et à vrai dire, en disant « Regardez, jetez un coup d'œil sur ce texte, que vous en pensez ?» On s'est mis à le lire, et je crois, le lendemain, on s'est tous rappelés en disant « C'est super !» Donc on a vraiment été tout de suite extrêmement touchés par le texte, par sa sincérité, par en même temps sa fraîcheur et puis son originalité totale. C'est vrai que c'est extrêmement rare que quelqu'un se livre comme ça dans une épreuve et transmette ses émotions avec sincérité et fidélité. Donc on a été vraiment touchés par ce texte, si bien que Charlie après a rapidement retravaillé un petit peu le texte avec elle, mais finalement peu, et donc on a publié ces 100 heures de solitude que Gaël a vécu il y a 4 ans, et je crois qu'en plus on fête un double anniversaire, puisque c'est quasiment l'anniversaire du moment où ça s'est passé, puis c'est aussi son anniversaire, je crois que c'était hier, il a eu 25 ans. Voilà, c'est une forme de double anniversaire. Donc Gaël est là, Charlie et Lorraine qui va lire des extraits du livre qui vont nous permettre de poser des questions. C'est très important aussi, on a la chance d'avoir avec nous Jeff Mercier, qui est le secouriste, qui est venu secourir. Il y a aussi l'équipe de l'hélico qui sont là, voilà, le pilote, et voilà, les deux secouristes sont là, le pilote et le mécano de l'hélico sont là aussi, donc on pourrait vraiment poser des questions à l'équipe de secours qui a joué bien évidemment un rôle essentiel dans cette aventure. Donc la parole à Lorraine pour le premier extrait. Retour de l'Aiguille Verte avec JB. Nous venons de faire le couloir Whymper, c'était une très belle course. Nous avons bien avancé à la montée, vraiment bien même. Quelques difficultés à trouver les rappels nous ont un peu retardé à la descente, mais peu importe, nous étions dans les temps. Le couloir commençait à se réchauffer quand on est arrivé à son pied. On était sorti d'affaires. Au chalet, je n'arrête pas de penser à cette course, à l'arrivée au sommet et à toutes les émotions qui m'ont submergée. Oui, vraiment, arriver là-haut à 6 heures, au moment où le soleil se lève, face au Mont Blanc, c'était grandiose, magique, unique. Tout s'arrête. On est tout simplement. JB a-t-il ressenti tout cela? Toutes ces fortes émotions qui m'ont traversée, les a-t-il lui aussi ressenties? Tant de questions. Avons-nous vraiment partagé quelque chose de fort en dehors du lien de la corde? C'est si important de pouvoir partager tout cela avec son compagnon de cordée. Cette envie de solo qui me travaille depuis longtemps ne vient-elle pas justement de mon incapacité à partager et à communiquer? Je n'ai pas encore la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que depuis toute petite, je rêve de monter sur ces hautes cimes et toute seule. J'ai souvent refoulé cette envie, sachant que s'aventurer là-haut présente beaucoup de risques et demande une bonne expérience, une bonne maîtrise de la montagne. Mais l'envie est toujours là. Elle ne me lâche pas. Et je sais qu'un jour, je finirai par y aller, toute seule, là-haut. Oui, donc là, comme elle l'a dit, c'était une super course, je pense une de mes plus belles courses en montagne. Arriver au sommet de la Verte, c'était génial. Et je l'ai partagé avec un très bon ami, qui est juste derrière. Et en plus, physiquement, ça s'était super bien passé, on avait vraiment bien avancé. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie d'y retourner le plus vite possible, puisqu'une semaine après, je voulais y retourner toute seule. Et alors peut-être même si ça reste un petit peu mystérieux dans le livre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi, d'où vient ton désir de montagne et est-ce que tu es de la vallée? Oui, donc du coup j'ai grandi à Passier et j'ai toujours aimé la montagne. Mon père nous emmenait faire des randonnées, des balades en montagne depuis qu'on est tout petit. Et il nous a emmenés faire mon premier Mont Blanc, j'avais 13 ans. Et là, du coup, je suis tombée amoureuse directe des montagnes. Et ça m'a confirmée dans mon envie de devenir guide. J'avais toujours envie de faire ça. Et mon envie s'est confirmée en montant au Mont Blanc. À 13 ans. Ouais. Ce soir, alors que tout est prêt dans ma tête, je ne sais toujours pas si je compte partir.
Allongée dans mon lit, je me dis que ça pourrait être une superbe aventure, une magnifique course, et puis ce couloir, il me fait tant envie. Mais d'un autre côté, j'ai toujours cette petite peur au fond de moi, comme à chaque fois que j'envisage de partir seule. Une sorte de frein, de voix intérieure, ou bien, oui, simplement la peur. J'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil, comme avant toute course en montagne, mais il faut que je me force. Si je décide de partir, je passerai la nuit prochaine dans la gare d'arrivée du téléphérique des Grands Montets, et ce n'est pas là que je réussirai à dormir. Aujourd'hui encore, je retrouve facilement cette sensation dans mes tripes, tant elle était forte et horrifiante. Je me souviens aussi d'un jour d'avril où, partie seule au Mont Blanc, je n'avais pas réussi à dépasser le refuge du goûter. Impossible. J'en avais pleuré de rage. L'envie d'y aller était très forte, mais cette sensation contradictoire encore plus. C'était comme s'il y avait 2 mois, l'un toujours partant pour l'aventure, toujours motivé, excité à l'idée de gravir des montagnes, toujours en besoin de fortes sensations, et un autre moi qui m'empêche de faire toutes ces choses qui me fascinent tant. Cet autre moi savait peut-être que quelque chose m'arriverait un jour en montagne si je continuais à partir trop souvent seule. Une protection ? Ou bien la raison, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de très fort en tout cas que l'on n'a pas envie de ressentir à 20 ans quand le monde s'ouvre devant nous. Mais juste une question, Gaëlle, c'est intéressant parce que cette angoisse d'aller seul en montagne, elle est assez naturelle et je pense que tous les gens qui font de la montagne et qui se sont retrouvés une fois seuls en montagne l'ont ressenti. Mais c'est un peu un tabou chez les alpinistes, on en parle peu. Et alors, bien évidemment, là, c'est pas de l'alpinisme extrême, mais ce sentiment, il existe certainement aussi, et a fortiori, puisqu'il s'engage encore plus, puisque c'est difficile, chez les grimpeurs de haut niveau. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu t'affranchis finalement de ce tabou et t'écris ce que les autres n'osent pas dire? Je pense que c'était dans le souci de dire honnêtement dès le début que j'avais très envie d'y aller, mais que j'avais aussi d'énormes freins intérieurs. Hein, et mon instinct il me disait clairement de ne pas y aller, je pense. Et alors peut-être de façon un peu plus précisément, quand tu dis cette envie de dire honnêtement les choses, ça a été facile de te mettre à écrire? Oui, ça a été facile. Ouais. Ça... Tu as commencé longtemps après? Non, j'ai commencé tout de suite après. Parce que du coup, je me ressassais dans ma tête tout ce qui s'était passé et j'ai eu besoin de me libérer. Donc je l'ai fait en écrivant. J'écrivais facilement, tout venait facilement, mais c'était dur de me décider et d'aller me dire bon, là j'y vais, là je vais écrire. Il y a une petite contradiction aussi. Je suis presque fière d'être là-haut, mais j'essaye de ne pas l'être. Je sais bien qu'il n'y a aucune fierté à faire cela, et au fond de moi, je sens que quelque chose ne va pas dans ma démarche. Le fait que je ne prévienne pas mon père montre peut-être un manque de confiance dans mes capacités. Pendant un moment, j'ai beaucoup dit que j'allais faire plein de choses, et je ne les faisais pas. Je pense notamment à mes études, où j'ai déçu pas mal de personnes. Cette fois, je veux faire avant de parler. Pas pour le dire après, mais pour moi. J'ai besoin de voir que je suis capable de réussir quelque chose. Et maintenant, je sens que quoi qu'il arrive, j'irai. J'en éprouve le besoin. Et j'ai aussi hâte que cela soit fini. C'est étrange, quelque chose d'inconnu m'y pousse, mais en même temps, je serai si soulagée une fois au chalet. J'ai tellement hâte d'être au couvercle, de retrouver Guillaume et Gaëlle, d'être de nouveau en bas, à Chamonix. Et vendredi, je descends sur la Côte d'Azur avec JB. On va rejoindre Romain, on ira dans le Var, voir chez sa maman. J'ai vraiment hâte. J'y pense et j'ai envie d'y être maintenant, plus que j'ai envie de gravir cette montagne. Oui, oui. Oui, j'avais fait... en fait, depuis toute petite, je voulais devenir guide, mais j'avais quand même fait quelques tentatives d'études qui n'avaient pas trop abouti parce que je pensais qu'à la montagne et du coup, je voulais y retourner. Donc je m'étais décidée à me lancer dans ce projet. Et puis... je sais plus ce que Tu voulais prouver en fait à ta famille, alors, faire avant de dire. Oui. Je sais que par rapport à mes études, j'avais déçu pas mal de monde, mais même moi-même, parce que je m'étais engagée dans plein de choses qui n'avaient jamais abouti. Et là, je voulais faire quelque chose pour moi et aller au bout du projet. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas écouté mon instinct cette fois-là et que je suis allée vraiment au bout. Mais du coup, tu n'en as parlé à personne? À peu de gens. Il y a une autre
contradiction un peu que je sens, c'est entre cette envie de confort et de sud et de soleil, et le fait que tu vas quand même rester deux nuits, dormir en montagne sur du béton, c'est pas très confortable ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a préparé à te mettre comme ça dans des situations inconfortables? Non, je pense que c'est le goût de l'effort, de l'aventure. Parce que oui, c'est sûr, j'aime le soleil, j'aime le confort, tout ça, mais voilà, le goût de l'aventure aussi, surtout ça. Parce qu'une fois que tu décides à partir, en fait, tu te retrouves au Grand Montais, ouais, ça on l'a pas raconté même. Et tu passes de nuit là-bas? Ouais. Oui, du coup, on s'était lancé pour avoir la dernière benne du téléphérique. C'était la fin de saison, donc ça allait fermer. Donc j'avais pris la dernière benne. On était arrivés, je dis on parce que j'avais rencontré deux jeunes, un couple, qui partaient pour faire le couturier tous les deux en même temps que moi. Donc on avait sympathisé. Et arrivé donc le dimanche soir en haut des Grands Montées, c'était couvert et ils annonçaient mauvais pour le lendemain, donc on a reporté la course au surlendemain. Donc on a pas resté 2 jours là-haut, à pas faire grand-chose. À attendre le créneau de beau temps. Et puis vous êtes partis ensemble? Et on est partis ensemble. Et d'ailleurs, je pense que s'ils n'avaient pas été là tous les deux, je serais probablement redescendue le dimanche. Mais c'est amusant, c'est aussi très lucide cette façon de se dire, je me rends bien compte que dans ce couloir, dans ce projet d'aller faire le couturier en solo, le grand bonheur sera surtout de l'avoir fait. C'est marrant, parce que c'est quand même assez souvent dans l'alpinisme quand même, qu'on est surtout content une fois que c'est terminé. Ça peut être aussi bien pendant. Hein, mais... Ouais. Non, on a envie d'y aller, mais... On a très envie d'y aller, mais on a aussi hâte que ce soit fini d'un côté, parce que... Et puis après les 2 jours, donc, cette fois, on y est, dans ce couloir tant attendu. Je suis hyper heureuse et excitée d'être ici. Je me mets dans ce qui semble être une trace, peut-être laissée par les alpinistes slaves d'hier. La neige n'est pas géniale, très soufflée, poudreuse, et il y en a un paquet. Pas évident d'avancer à un bon rythme là-dedans. Malgré cela, je distance un peu Cyril et Laura. Je suis si contente d'être là, sereine, excitée. J'ai envie de tout donner. Avec la nuit, on ne voit pas bien quelle distance on a parcouru, ni le vide en dessous de nous. C'est peut-être une bonne chose. Cyril me rattrape, il n'est pas très loin. Je le sens serein et content d'être là aussi. Je perçois un peu d'anxiété en lui également, mais après tout, on ne part pas faire une balade, donc c'est normal. Il est tout de même confiant et pense que l'on sera vite en haut. Laura, qui le suit, semble être beaucoup plus anxieuse. Oui, donc là, on avait commencé le couloir tous les 3. On était tous les 3 très contents d'être là. Il y avait une bonne ambiance, on s'entendait super bien. Et on s'est lancé. Et en fait, voilà, je me rends compte aujourd'hui que je m'étais peut-être un peu servi d'eux, mais inconsciemment. Parce qu'en fait, ils m'ont amené jusqu'à ce couloir. Et une fois que je me suis retrouvée dedans, j'ai foncé et je me suis plus tellement préoccupée d'eux. Et donc du coup, voilà, j'ai avancé à mon rythme, je suis montée. Et je les ai rapidement distancés, et notamment parce que du coup Laura avait des difficultés, notamment avec la glace. Voilà. Mais il y a du plaisir là. Et oui, il y avait énormément de plaisir. Il n'y a plus d'angoisse. C'est pour ça aussi que, voilà, une fois lancée, j'avais plus d'angoisse, je voulais foncer, j'étais super bien. Optimiste et tout. Merci. Moi, c'est une chose qui m'a frappé, c'est que tu traduis très bien des états qui passent de je suis très excité, j'ai envie, à je flippe, je suis angoissé. Et est-ce que tu as eu du mal à retrouver au moment d'écrire? Est-ce que tu écrivais des moments exaltants dans des moments où tu étais bien? Est-ce que tu profitais de l'état dans lequel tu étais pour retrouver ces différentes émotions? Ou est-ce que ça venait Non, comme ça? Non, c'est le contraire du coup. C'est le fait d'écrire qui me faisait revivre les émotions. Soit l'angoisse, soit la joie, du coup à ce moment-là, la joie d'être dans ce couloir. En fait. Tant attendu. Ouais. Et puis il y a un moment où ils s'en vont. Oui, du coup, il y a un moment où ça devient trop dur pour Laura qui n'est pas très à l'aise. Et Cyril décide de faire demi-tour. Et donc à ce moment-là, je leur dis que moi je continue. Un petit peu dur, je pense, à ce moment-là pour eux.
qui voulait pas trop me voir continuer toute seule, surtout qu'on avait passé 2 jours ensemble. On était 3 du coup jusqu'à maintenant. Et puis voilà, et là à ce moment-là, je me retrouve vraiment toute seule. Plus je m'élève, plus la glace est dure. Les piolets ancrent de moins en moins bien. La pente se redresse. Je comprends qu'il faut que je bascule sur la droite du couloir où il y a plus de neige. Mes pas sont très lents. Je m'assure de chacun de mes mouvements. J'ai par moments peur de tomber, j'évite le plus possible de penser à cela. Je me retourne et là j'aperçois Laura et Cyril en bas du couloir. Je crois bien qu'ils sont restés un petit moment à me regarder m'éloigner d'eux. Ils sont tellement loin que je peux considérer être seule à présent. Seule dans mes décisions, dans mes choix, dans mes actes. Cette sensation est très agréable. Je peux faire ce que je veux. J'ai enfin eu le courage de partir faire un solo. C'est une fierté, je crois. Le soleil se lève doucement derrière le mont Dolent. C'est magnifique. Tout est parfait. La luminosité sur les montagnes, le jour qui apparaît petit à petit. Dans cette quiétude et cette beauté autour de moi, je me mets rapidement à penser à Guillaume et Gaël qui montent par le couloir Wimper. Je voudrais tellement les rejoindre au sommet. Cette idée me fait avancer plus vite. J'ai très peur de les rater et de redescendre toute seule. Finalement, je ne sais pas si je suis vraiment faite pour le solo. Oui, une fois qu'on se retrouve tout seul, en fait, on se rend rapidement compte que la compagnie, c'est bien aussi, mais surtout là-haut. Donc j'étais quand même contente d'être toute seule. C'était peut-être l'idée en fait qui me plaisait plus que le fait d'y être. Parce qu'en fait, j'attendais avec impatience voilà, les autres compagnons qui étaient de l'autre côté. Mais j'étais contente aussi, du coup, comme je l'ai écrit, c'était la sensation de liberté. Moi, ça m'agaçait souvent dans les cordées, les manips, tous les trucs à faire. Et... Ça alourdit, hein. Ouais. La sensation de liberté, c'était ça, je pense, que je recherchais, surtout. Après, la solitude, rapidement, c'est pesant. Et puis donc, tu continues à avancer comme ça, progresser, jusqu'à... Et là, on est mardi, hein, on est d'accord ? Ouais. Mardi 14 mai 2013, vers 10h du matin. Je suis clouée sur une pente de glace raide en haut de la face nord de l'aiguille verte. Je n'ai pas d'altimètre, mais je pense n'être pas très loin des 4000 mètres d'altitude. Un soleil éblouissant illumine l'immense plat du glacier d'Argentière loin sous mes pieds. Un autre monde. Allez, ressaisis-toi, Gaëlle. Je me suis mise dans une très mauvaise situation, mais maintenant que j'ai merdé, je dois m'en sortir. Je commence par prendre ma broche et j'essaye de la visser dans cette glace pourrie. Après plusieurs essais, elle finit par bien s'ancrer. Je me vache immédiatement dessus, je replante un de mes piolets violemment dans la glace et j'y accroche l'autre au bout de ma vache. J'ai donc à présent 2 points de sécurité. Pour me reposer un peu, je m'assieds délicatement dans mon baudrier. Quel bonheur de pouvoir enfin soulager mes jambes. Elles étaient complètement tendues depuis le départ. Pareil pour mes bras, bien fatigués. Ah, que ça fait du bien de se reposer. Je réalise que je commence à être épuisée. Une bêtise pourrait vite arriver. Maintenant, il s'agit d'essayer de me faire repérer par tous les moyens dont je dispose, c'est-à-dire pas grand-chose. À 800 ou 1000 mètres en dessous, il y a du passage sur le glacier d'Argentière. Si je crie en faisant des signes, ils devraient me voir. C'est ce que j'essaie de faire aussitôt. Je commence à crier, hurler à plein poumon avec toute la voix dont je suis capable. « Ohé, à l'aide !» En même temps, je fais des signes des bras en espérant de tout mon cœur que quelqu'un va m'apercevoir. C'est pathétique, ridicule, être coincé ici par grand beau temps et hurler de toutes mes forces en appelant à l'aide. Donc là, je me retrouve coincée au haut du couloir. J'ai essayé le réseau, mais aucun réseau, aucun signal. Non. Et au moment en plus où j'avais sorti le téléphone, j'y comptais vraiment. J'avais honte du coup de les appeler. Mais je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, je les appelle. Et là, sortir le téléphone et voir qu'il n'y avait aucun réseau, c'était super dur. Et donc après, je me suis installée. Effectivement, j'étais fatiguée, donc j'ai reposé mes jambes, mes bras. Et je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un me voit aujourd'hui. Hein. Il y avait du passage et j'ai essayé de me faire repérer.
Et puis effectivement, je trouvais ça ridicule en fait. Il faisait grand beau, j'étais pas blessée, j'étais hyper bien, j'avais pas mal à la tête. J'étais juste bloquée par de la mauvaise glace, par des conditions, des top conditions de montagne, et c'était hyper dommage. Et est-ce que tu te souviens du moment où ça a basculé, c'est-à-dire de cet état de bien-être, de liberté, du fait de progresser, et puis de se rendre compte qu'on est en train de faire un petit exploit quoi, à son niveau, donc assez fier de soi-même, tu bascules dans « oups, en fait non, je suis en danger et je me suis mis dans un mauvais pas ». Ouais, je pense que ça s'est fait petit à petit. Et au moment où je suis arrivée vraiment dans de la glace pas très bonne, là ça a augmenté. Et au moment où je décide de redescendre et où je me rends compte que je peux pas redescendre, là c'est là je pense. C'est au moment où je décide de faire demi-tour et où je me rends compte que je ne peux pas. Et là c'était. Et que tu sors ton téléphone avec la panneau. Et voilà, et là il y a un moment Là, tout bascule. Là. Et là tu sens quelque chose qui ressemble à de la panique à ce moment-là. Ah oui, complètement. Là c'était vraiment seul parce que on sait très bien que dans le massif du Mont Blanc, le BGHM ils sont quand même très présents et on les appelle, ils viennent rapidement. Et c'est presque dommage de compter sur eux, mais je pense que je me considérais pas toute seule. Et au moment où j'ai plus eu de réseau, là je me suis sentie seule. ça t'était arrivé, ce que tu racontes Ouais. quelques semaines avant, c'est ça? T'avais été Quelques semaines avant, ouais, en secouru. plus, avec des amis, on était partis au Mont Malais et à la descente, on avait pris un autre itinéraire à la montée. À la descente, on n'avait pas réussi à franchir la Rimée. Et on avait essayé plusieurs choses. On avait brassé de la neige pendant 1 heure. Et finalement, on s'était décidé à appeler le BGHM. Et ils étaient venus tout de suite. Et on était très contents et on s'est rendu compte qu'on pouvait compter sur eux. Mais effectivement, peut-être qu'on ne s'est pas assez remis en question à ce moment-là, en tout cas moi. Peut-être que je me suis dit, ils sont là, on peut compter sur eux. On pense que c'est acquis, quoi. Ouais. On n'est pas en Himalaya, Exactement. c'est pas le même engagement. Poser une question. Il y a 2 choses dans votre histoire. Il y a un interdit, apparemment, vous faites un interdit de jeunesse, quoi. C'est brûler quelque chose de vos échecs dans vos études, il y a quelque chose qui se passe. Mais sur le plan technique, vous abordez cette montagne comment? Qu'est-ce que vous avez fait avant pour vous lancer dans le couturier? Le couturier, ça peut très bien être en aile, c'est-à-dire en marche, ou alors à la moitié, comme souvent, ça commence, évidemment, la pente se redresse, et là, on est un petit peu, donc soit on a la bonne technique, on est un peu le pied qui pointe et le pied pointe avant, soit on est sur les pointes avant, et là, cette amnésie, ça me fait penser, en fait, quand je suis arrivé dans la vallée, à 17 ans, je partais, je voyais les Afanasieff et compagnie, et Gouin, je rêvais de ces jours-là, de ce qu'ils faisaient, et je partais sans grande technique dans l'envers du Mont Blanc, et je me retrouvais à la moitié de camp aussi tétanisé, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais tomber? Et donc, au niveau technique, comment vous êtes arrivé à aborder le couturier tout seul? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait avant pour vous permettre de dire, tiens, de ne pas prévoir, ça va peut-être être en glace, quoi. Et est-ce que j'ai la technique? Je pensais pas qu'il allait être en glace. J'avais appelé un ami qui l'avait fait quelques jours avant, et c'était bonnes conditions. Et avant, j'avais fait quelques courses, j'avais intégré le groupe Espoir des Alpes-Maritimes, la région PACA. C'est des groupes de jeunes alpinistes encadrés par des guides qui nous aident du coup à devenir autonomes en haute montagne. Donc j'avais fait quelques courses avec Stéphane Benoît. Et voilà, mais après c'est sûr, je me suis surestimée. C'est une erreur, c'est une erreur de destination de jeunesse. Une forme d'innocence. Est-ce que c'est pas lié justement au tabou un petit peu du solo? C'est pas facile de dire j'ai envie de faire un solo, ça reste quelque chose d'un peu intime et on a du mal à en parler. Oui, en plus, oui, j'avais toujours eu envie de partir,
Bon, il ne faut pas aller en montagne tout seul, tout le monde le dit. Bon, alors en famille, il ne faut surtout pas aborder les sujets, mais je le comprends. Mais donc... Il y avait une transgression quand même. Très entraîné, quand on est très entraîné, je pense qu'on peut se dire, allez, on y va. Mais ça me fait penser à votre histoire, un peu à la mienne. Au début, avant de devenir guide, eh bien, j'étais mis comme vous et je me lançais dans les trucs, c'était irraisonné. Mais je pense que c'est l'envie. L'envie, la passion d'y aller, C'est ça. qui dépasse la raison complètement. Mais quand on lit la vie de grands alpinistes, et de Maison en parlait très bien, il disait, mais jeune j'ai fait que des conneries comme ça. Et j'ai survécu, et puis j'ai acquis de l'expérience qui m'a permis finalement après de maîtriser ce genre de situation. Mais j'aurais pu y passer 10 fois. Et tous l'écrivent, hein, aussi bien Messner dit la même chose. On peut y voir un peu une initiation aussi, un rite initiatique. Le fait d'y aller seul, c'est un passage, quoi. Ça se passe bien, ça se passe mal. Oui, mais souvent ça se passe mal d'ailleurs. De toute façon, On a de la chance. on voit bien que ça échappe complètement à la raison, parce que quand vous racontez, il y a des tas de signes d'alerte très très tôt, voilà, très tôt, mais chaque fois, de toute façon, c'est la déraison qui reprend le dessus, c'est la passion, c'est la liberté, c'est-à-dire qu'il y a une idéalisation folle, hein, et donc Gersen en parle bien dans son livre d'ailleurs, voilà, de ça, et à ce moment-là, il n'y a rien qui arrête, sauf pas venir buter à nouveau sur la réalité, qui à ce moment-là est complètement folle. Moi, ce qui m'étonne, quoi, c'est vous découvrez que le téléphone ne passe pas là-haut. Ça, c'est un truc que tout le monde sait, quoi. Quasiment. Voilà, donc, et vous êtes là sur votre piolet, sur votre broche, et vous découvrez que le téléphone ne passe pas. Alors là, ça devait être quand même... Oui, elle est là, elle est trop chouette. Ouais. Là, je me suis retrouvée sur... Et puis je posais une question en fait. Une fois que tu étais en haut, je suis assez curieuse en fait de savoir en fait ton histoire émotionnelle, tout ce qui t'a vécu. Est-ce qu'il t'a fait face, je sais pas, à la mort en fait? Est-ce que t'as commencé à imaginer? Est-ce que tu t'es lancé en fait? Justement, tu as essayé de bloquer ça et J'ai bloqué ça. t'as bloqué ça. Dans un premier temps, j'ai bloqué. Bon, c'était dans un coin de mon esprit, évidemment, de se retrouver bloqué tout seul à 4000 mètres là-haut. Il y a la mort dans un coin, mais on essaie quand même de revenir au moment présent, de se dire pas ce qu'il faut faire, comment réagir, et de ne pas penser au pire. Et il n'y avait pas de moment en fait, à un moment donné où tu as accepté en fait que tu vas mourir. Parce que Pas c'est là de- où tu parfois en fait retrouves. Pas le premier jour. Non. Ah oui. En ce moment, on est mardi matin, il est 10h. Mais d'ailleurs, j'ai pris très peu de passages de lecture entre le mardi matin 10h et il se passe 100 heures, 4 jours, 4 nuits. Mais là, il faut lire le livre parce que là, on est vraiment avec elle dans son quotidien, dans ses heures par heure, avec ses hauts, ses bas, ses angoisses, ses moments de dépression, ses moments d'organisation aussi. Parce que, raconte comment tu t'es organisée d'ailleurs. Ouais, T'as c'est aménagé. un moment, ouais, je dis que je fais un peu de terrassement, du coup j'arrange la petite crevasse, je me fais un petit plat pour être plus confortable au niveau des épaules parce qu'elle était quand même étroite, au niveau des jambes. Après, voilà, donc ça arrange. T'as pas grand chose à boire, à manger. Non, j'avais très soif. Ouais. Et tu sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas. C'est ça, c'est dur de pas savoir la deadline. Et le 4e jour, vous pensiez mourir ou pas? Le premier jour, ça serait dommage, mais le 4e jour? Oui, au niveau des 3e, 4e jour, j'y pensais de plus en plus. D'accord, ça commençait à... D'accord. C'est normal. Puis il y a le mauvais temps quand même. Oui, puis il y a le mauvais temps. Il n'y a plus de soleil, plus rien. Vous racontez que vous ne ressentez pas le froid. Jamais vous ne dites que vous avez le froid. Voilà. Et c'était parce que vous étiez sublimé ou parce que naturellement vous êtes résistante au froid? Non, je pense à l'époque j'étais un peu plus en chair, parce que ça m'a tenu chaud. Et après j'avais mis toutes mes couches, donc je pense que ça m'a vraiment tenu chaud. Et
non, je n'ai pas ressenti le froid. On était dans un petit espace aussi. Ouais. On est vraiment mis à l'abri, c'était petit. Donc la température est descendue vraiment tout doucement et ça m'a pas traumatisé. Et pourtant, tu as eu des gelures quand même. Et j'ai eu des gelures. C'est ce qui s'appelle être bloqué, quoi. On peut plus avancer, plus descendre, plus rien. Bon, alors on avance un peu, parce que je ne peux pas te lire tout le livre, mais... Je dois prendre une décision. Jusqu'à quand je vais rester ici? Je dois me fixer un objectif. Je ne peux pas rester à attendre comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi, mais à ce moment, je me dis que samedi matin, il y aura une éclaircie et que les secours auront un créneau pour venir me chercher. C'est décidé. Je vais attendre samedi comme le jour de ma délivrance, comme la fin de ce calvaire, comme le retour à la vie. Je ne veux plus rester à ne rien attendre et m'être fixé cet objectif m'aide beaucoup. Je me dis qu'il ne me reste plus que 48 heures à tenir. S'il fait mauvais samedi matin, là, il faudra de nouveau décomposer le temps, mais je n'en suis pas encore là. J'ai encore et toujours soif. C'est très désagréable. Je prends un peu de neige que je mets dans ma bouche, j'attends qu'elle soit complètement fondue, puis je l'avale. Ces quelques gorgées d'eau me font un peu de bien, mais n'apaisent pas cette insupportable soif. Mes pieds sont toujours engourdis, immobiles. Comme je suis, ils ne risquent pas de se dégourdir, de sitôt. Je n'ai pas froid, je suis à peu près bien, mis à part quelques frissons qui me traversent par moments. Je recommence à prier. Cela me fait du bien. J'enchaîne les « Je vous salue Marie ». J'aime beaucoup cette prière. Elle me réconforte, m'apaise, me calme, m'apporte beaucoup de douceur et je la récite tantôt dans ma tête, tantôt en chuchotant, et quand arrive la dernière phrase, je ralentis. La prière. Oui, c'est ça qui m'a aidé à tenir. Hein. Je suis croyante et ça m'a vraiment aidé à tenir. C'est ce qui m'a occupée pendant ces 4 jours, ces prières. Ça a structuré tes pensées, en fait, ça t'a empêché de t'évader partout. Et cette idée d'une issue au samedi matin qui se révèle exacte, est-ce que c'est pas quelque chose que tu as réinventé après? C'est vraiment, tu t'es vraiment dit... C'était le hasard. Je savais pas particulièrement en plus que la météo allait être bonne le samedi matin, mais c'était un objectif que je m'étais fixé. Et c'était indispensable aussi que je me mette un objectif, parce que rien attendre, en fait, c'était trop dur. Et voilà. Et tu gardais la notion du temps. Ouais. Bah, tu regardais l'heure, tu regardais... À la fin, j'avais plus d'heures, Ouais. je crois les 2 derniers jours. Mais bon, je savais qu'il faisait nuit et quand on passait au jour suivant. Et rétrospectivement, tu te dis que ça t'a aidé à tenir, d'avoir cette espèce d'objectif le samedi matin, parce que sinon tu aurais été tout le temps en train de chercher la petite éclaircie, la trouver, alors que le temps est resté bouché complètement tout le temps. Ouais. Oui, c'était vraiment... J'attendais le samedi, pour moi c'était le samedi. Une intuition incroyable. Les souvenirs d'école. C'est toujours sympa le samedi. Et puis à la dernière nuit. Une nouvelle nuit. Il y a encore quelqu'un avec moi dans le trou. Cette fois-ci, c'est un secouriste du PGHM. Il a une radio sur lui, mais nous avons du mal à établir le contact avec Chamonix. Comment est-il arrivé ici? Aucune idée. Mais il est là et je suis contente. Fini la solitude. Nous attendons tous les deux que l'hélicoptère vienne nous chercher. Il m'a dit que l'hélicoptère arrivait. C'est super. Bientôt tout sera terminé. Il réessaie plusieurs fois d'utiliser la radio. Elle ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave, puisqu'il sait que les secours arrivent. Il m'a rassurée. Ma mésaventure est bientôt finie, et ce n'est plus qu'une question d'heure. Je ne veux pas me réveiller, je sais que tout cela est irréel. Je me sens à moitié ici et à moitié ailleurs. Je suis à nouveau seule. Mon ange gardien est venu me dire que les secours allaient venir me chercher ce matin, ou bien j'ai tant attendu ce jour que mon esprit a rêvé de ce secouriste. Là, c'était dur à ce moment-là, parce que je pense que j'attendais le samedi avec impatience, il arrivait, mais en même temps, je me disais que peut-être c'était pas à ce moment-là qu'il fallait viser, peut-être qu'ils allaient pas venir.
Et donc voilà, j'ai rêvé qu'il y avait un secouriste avec moi là-haut. Il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait personne d'autre, mais il était avec moi et il me rassurait, il me disait qu'on allait venir me chercher. Et ça vous paraissait réel? Et oui, au moment où j'en ai rêvé. Il y en a plein qui racontent cette histoire. Avant, il y a eu d'autres visites d'ailleurs. Avant, oui, j'ai eu 2 visites. C'est impressionnant. Ouais. Oui, j'ai vu des amis, j'avais senti la présence de 3 amis qui avaient été à mes côtés. Et je les imaginais pas, et à ce moment-là je dormais pas non plus, ils étaient vraiment à côté de moi dans le trou et ils me tenaient compagnie comme s'ils me disaient de tenir le coup et de pas trop dormir, de rester là. Je me rappelle vraiment, c'était vraiment une présence très forte. Et puis après ce rêve, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Et du coup quand je me réveille, j'ouvre les yeux. Avant d'ouvrir les yeux, c'était dur, parce que ça faisait 4 nuits, j'avais l'objectif du samedi, mais je savais que peut-être ils n'allaient pas venir. Donc là, je me suis dit, s'ils viennent pas, ça va être très très dur. Donc le réveil, mentalement, je me sentais pas partir, mais j'étais pas bien. Et au moment où j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu une couleur un peu bleue, bleu glacier, le ciel bleu, à travers le haut du trou. Et c'est une couleur que j'avais pas vue du coup pendant les 4 jours, donc j'étais super contente. Je me suis dit c'est peut-être bon signe. Je suis quand même restée dans le trou. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais tout le temps la tête dans la capuche, les yeux fermés. Et au moment où j'ai vu cette couleur bleue, je suis restée éveillée. Et j'ai pu refermer les yeux. Et j'ai attendu. Et puis quelques instants après, j'ai entendu l'hélicoptère arriver. Et puis et donc je suis sortie du trou et puis j'ai tout de suite vu Lionel et Richard. Et après Est-ce que tu t'es demandé si ton rêve avait pu être lié au fait, parce que je crois que l'hélico a fait un premier passage, ouais. Est-ce que tu n'as pas pu entendre dans ton sommeil l'hélico, le transformer en rêve et le rêve en réalité? Ouais, c'est peut-être, j'avais pas fait cette analyse, mais oui, peut-être. Et du coup, ça m'aurait réveillée et je les ai entendus au 2e passage. Parce que oui, du coup, les secours ont survolé le couloir une première fois le samedi matin et je les avais pas entendus. Et c'est qu'au 2e passage où je suis sortie du trou. Et en fait, ça me donne des frissons de savoir ça parce que je me dis qu'il y a peu de choses, j'aurais pu pas les entendre et ne pas sortir. Et l'hélico est monté le mardi aussi. Le mardi matin. Le mardi matin. Et là, à ce moment-là, quand vous avez vu qu'il ne montait pas jusqu'à vous, quel a été votre sentiment? Vous étiez encore en pleine force. Vous avez dit, je sortirai par le haut. Pas, en fait. Oui, c'est ça. Je me suis dit à ce moment-là qu'il... Alors qu'ils vous cherchaient déjà. Ouais. C'est vrai que, parce qu'ils avaient entendu des voix sur le glacé. Ouais. Mais s'il a fait mauvais et qu'il a neigé, il n'y avait pas de traces de vous nulle part, je suppose. Je ne sais pas comment vous avez retrouvé. Si vous étiez dans un trou. Le samedi, vous voulez dire? Oui. C'est des amis et mon père aussi qui avaient prévenu du coup, que j'étais partie à l'Aiguille Verte et au couloir couturier. Mais bon, ils ont survolé tout l'itinéraire sans vraiment savoir où ils allaient me trouver. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça que je veux dire. C'était on ne voit pas les traces, les chaussures. Et le trou en question, vous n'êtes pas tombé dedans, vous vous êtes réfugié dedans, c'est ça? Oui, je me suis réfugiée dedans. D'accord. Il y avait déjà en fait une toute petite crevasse. Et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que c'était le seul petit trou qu'il y avait à proximité de moi. Et je l'ai ensuite agrandi avec mes piolets pour pouvoir me mettre dedans. En fait, c'est peut-être intéressant de poser la question aux secouristes, d'avoir un peu leur version de l'histoire, comment eux ont vécu ces 4 jours. La version comme moi je l'ai vécu, je veux dire comme moi je l'ai vécu parce que en fait les secouristes on a un gros paquet au PGHM, on est 37, 38 et chaque jour les équipes tournent.
Donc il y a ce qu'on appelle au début comme ça des recherches de personnes. C'est pas forcément la personne qui s'occupe de la recherche au premier jour qui va jusqu'à sa conclusion. Et là, curieusement, j'ai été sur ce secours-là de A à Z, puisque c'était moi qui étais le mardi à la DZ dans l'hélicoptère. Et effectivement, l'alerte qu'on a à la base, c'est des gens qui ont entendu des cris dans le bassin d'Argentière, mais sans vraiment plus de précision à savoir d'où vraiment ça venait. Donc nous on part sur cet élément-là, donc rechercher quelqu'un qui serait peut-être en difficulté dans le bassin d'Argentière. Donc ça fait quelque chose qui est quand même assez vaste. Donc on décolle avec un premier équipage qui est Fred Virlo, et puis c'était toi Alex le mécano, Alex, pour voir pour vérifier ses propos, parce que là, il n'y a pas d'alerte de quelqu'un sur le terrain. Donc ça nous fait une grande zone à vérifier. On attaque quand même par le bassin de la Verte. Donc tout l'accès depuis la téléphérique des Grandes Montagnes, même si c'est fermé à ce moment-là. Par rapport à le plan de vol de l'hélicoptère, c'est plus simple de le faire dans le sens, ceux qui connaissent le bassin d'Argentière, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on fait ce secteur très crevassé qui mène au pied du couloir couturier. Là il y avait quelques traces le mardi. On commence à remonter. Là il faisait vraiment beau le mardi, hein. Il y a pas de... Le mauvais temps n'était pas encore arrivé. Et on remonte peut-être jusqu'à mi-pente, peut-être 400-500 mètres, je ne sais plus exactement. Mais on n'a aucun indice de chute. Parce que malheureusement, dans un premier temps, c'est quand même ça qu'on recherche. C'est ça qui peut nous aider à orienter notre recherche, un sac à dos, un piolet, un gant. Puisque de visu, en fait, on ne voit personne jusqu'au sommet de la Verte. Je sais pas où t'étais à ce moment-là. Hein. Tu t'organisais dans ta crevasse tranquillement. Vous avez fait signe, c'est pas mal. D'accord, mais en fait, comme on n'est pas assez haut, et je sais pas, il y a une conjonction. J'étais pas loin d'un ressaut rocheux, donc je pense que je vais facilement peut-être être confondu avec. Et du coup, ouais. Alors, sans dévoiler tout le livre, il y a quand même une astuce qui est donnée dedans. Si ça vous arrive, vous jetez un ski dans le couloir, ou un sac, ou quelque chose, hein, c'est ça. Quelque chose pour se signaler. Il faut savoir si ça ne peut pas trop servir après, au cas où on n'arrive pas à rien te chercher. Et donc, on trouve rien. Du coup, on continue notre recherche sur le bassin d'Argentière, jusqu'au refuge. C'est un vol qui est quand même assez loin, parce qu'on ne se contente pas de 5 minutes de survol et on rentre en disant c'est bon, il n'y a personne. On vole quasiment 1 heure, on fait vraiment tout le secteur crevassé et tout ça fait partie des alertes qu'on a aussi régulièrement au PGHM. Des gens qui pensent entendre des personnes en difficulté et des fois c'est deux personnes qui se parlent, qui crient un peu fort. Est-ce que c'était vraiment des appels au secours? Est-ce que c'était pas plutôt le prénom de deux amis qui s'appelaient, qui étaient éloignés? Donc au bout de cette longue recherche, on rentre, on se pose à la DZ et la journée se termine et le mardi soir je suis assez soulagé parce qu'on n'a pas, à ce moment-là, on n'a pas d'appel de secours, aucun appel de secours qui arrive de proche au PG. Donc pour moi je me dis tant mieux, c'était juste des gens qui ont mal interprété des cris. Donc le mercredi se passe. Mercredi, il fait mauvais. La météo, en fait, à partir du mardi soir, c'est un régime de fun qui s'installe sur le massif du Mont Blanc. Donc le mercredi, il y a beaucoup de vent, il y a des chutes de neige. Donc pas de secours, pas de sortie pour nous. Pour avoir une idée, c'est plus qu'aujourd'hui. C'est plus qu'aujourd'hui. Ah là, c'est vraiment c'est des précipitations, et ça neige. Le plafond est assez bas. Et donc l'alerte, elle arrive le jeudi. Et donc à partir de là, se met tout le travail d'enquête du PGHM qui fait encore pas très beau. Donc nous, on est toute une équipe. Dans un premier temps, c'est plutôt administratif, on peut dire. C'est mené par le capitaine Rive, qui est l'adjoint du PG, qui va diriger un peu cette enquête, parce qu'il faut savoir où est-ce que tu es, est-ce que des gens t'ont vu. Là, il y a tout un système d'enquête, d'audition de différentes personnes. On arrive à vérifier dans la journée, en fait,
que c'est toi, que tu es toute seule, et que tu es quelque part entre la moitié du couturier et le reste, c'est-à-dire la gare du Montanvert et la vallée de Cham, parce qu'à partir de là, plus personne ne t'a vu. Donc pour nous, ça identifie plus clairement une zone de recherche. Donc moi, quand j'apprends ça, c'est vrai que ça me fait pas très plaisir. J'ai l'impression d'avoir très très mal fait mon travail. C'est pas toujours quelque chose qui est forcément pas quelque chose qui est simple. Des fois, on reçoit des alertes, on a les gens au téléphone, on voit par rapport à leur niveau technique, la météo, on leur explique qu'on ne va pas systématiquement venir les chercher tout de suite. Mais là, au moins, on a les gens par téléphone, on peut discuter. Là, pour Gaëlle, je ne savais pas trop comment elle était. Donc là, je le prenais vraiment... Est-ce que vous avez fait le lien tout de suite entre les appels et le... Voilà, oui, parce que donc, de par les signalements. L'accordé nous explique qu'elle est partie le mardi, ils n'ont pas dit qu'elle avait appelé au secours, mais c'était clairement... Ça pouvait, bon, ça aurait pu être d'autres gens encore, dans d'autres cravates, ça aurait pu être autre chose. Mais là, on avait toutes les chances que ce soit Gaëlle. Si je peux me permettre, je voudrais intervenir quand même. Jeff, donc, en tant que secouriste sur la première recherche, donc, il prend à son compte, à son niveau, donc, le fait de ne pas avoir vu Gaëlle le premier jour. Mais là, il faut relativiser, c'est-à-dire, comme il a dit au PGHM, donc on est une équipe de 43, mais on est structuré avec des échelons hiérarchiques et des missions de chacun. Qui tournent d'ailleurs, il y a des jours où Jeff est à la régulation, à l'hélico, et il y a des décisions qui sont prises à chaque niveau, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises au PGHM sont collégiales. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a dit j'ai vu rien qu'on arrête, c'est parce que l'équipage était OK avec sa version, que voilà, tout ce qui avait été vu dans l'hélico correspondait, ça a été validé par le gradé qui était régulateur et puis par l'officier qui dirigeait l'opération. Donc voilà. Je voudrais décharger quand même la responsabilité de Jeff. Bon, parce que c'est quand même quelque chose qui est humain, c'est certes ce que dit Patrice, c'est exact. Mais en attendant, celui qui prend la décision dans l'hélicoptère, c'est moi qui suis le chef de caravane, c'est pas le pilote. Eux, ils ont d'autres responsabilités, pilote ou mécanicien. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'a affecté. Et bon, voilà. Je peux continuer à croiser les doigts. On ne l'a pas retrouvé, donc c'est aussi ce qui fait la force de notre boulot, c'est que quand on ne l'a pas retrouvé, dans un délai quand même qui est assez cohérent avec la survie en montagne, on se dit que ça peut marcher. Effectivement, la météo elle est quand même super pourrie pour les jours à venir. Je disais, le mercredi il ne fait pas très beau, et en gros il fait vraiment pas beau à 7 jours. Effectivement, le bulletin du lundi indique qu'il va y avoir quelques éclaircies le samedi. Mais bon, des éclaircies du point de vue du prévisionniste, c'est pas forcément ce qui arrange nos pilotes pour aller à 4000 mètres. Je peux venir avec toi? Bien sûr. Donc là, c'était le jeudi. Parce que le mercredi, il fait pas beau. Le jeudi, on a les alertes. On sait que Gaëlle est quelque part dans la verte, comme je vous le disais. Et là, bon, je passe pas ma vie à la DZ. Par contre, Richard, lui, il est en tant que... Là, c'est la relève. Fred est parti. Je sais pas si le jeudi, c'est peut-être le soir. Oui, le soir. Donc le jeudi, il me semble qu'il y a une ou deux reconnaissances qui sont faites. Le mardi, ça n'a pas duré longtemps, parce que moi j'ai fait la recherche le mardi avec Alex. Il me semble que on s'était posé à Argentière, et c'était le gardien ou la gardienne de Argentière qui nous avait dit que les cris venaient d'en face. D'en face, ouais. Donc à ce moment-là, on avait aucune notion bien sûr de couturier. Donc c'était une large paroi. Voilà, les courtes, les droites. Voilà. Donc on a effectivement, on avait fait des beaux. On a tout fait, surtout à regarder, effectivement, on utilisait en bas s'il n'y avait pas des traces de pas ou de sable, des choses comme ça qui sont laissées. Mais en fait, on n'avait aucune notion géographique de l'endroit. Donc effectivement, au bout d'une heure, même si on voit le vite, au bout d'une heure, effectivement, on n'avait strictement rien vu, en sachant qu'il n'y avait que des cris, c'était le seul. On se tenait que là-dessus, quoi. Après, moi, je suis parti jeudi soir. Mais le jeudi, en fait, quand on s'est relevé, on avait... En fait, on n'est pas organisé, nous, les équipages de la sécurité civile. On a l'hélico ici une semaine sur deux. Notre base de mer est à Annecy. Et quand l'hélico est ici, sur la semaine, il y a deux équipages. Il y en a un qui fait du lundi au jeudi. Et le jeudi, en fin d'après-midi, on fait une relève. Et là, il y a un deuxième équipage qui arrive, qui reste là jusqu'au lundi matin, jusqu'à la fin de la semaine.
Donc quand j'arrive le jeudi, Fred, et puis j'arrive à la DZ avec Lionel d'ailleurs. Quand je dis équipage, il n'y a pas qu'un pilote, c'est pilote plus mécanicien troyiste. Donc avec Lionel, on arrive le jeudi et on apprend, qu'il y a une alerte avérée en cours, quoi, avec une disparition sur l'itinéraire qui est donné. Donc on prend ça en compte et ça on le rend compte pendant 3 jours. Voilà. Puisque là c'est la même équipe, c'est le même équipage qui suit l'opération, qui arme l'hélico, qui est d'alerte pendant toute la durée. Voilà. Donc le jeudi soir, déjà en fin d'après-midi, comme la disparition est avérée, on engage un vol, mais sans grand espoir parce que c'était bouché, mais bien bouché, quoi. En fait, on n'a pas réussi à dépasser l'Ognan. On n'est même pas rentré sur le glacier d'Argentière. Au niveau de l'Ognan et des séracs, on a pu à peine voir les séracs du glacier d'Argentière, mais c'était complètement bouché, le blanc complet, quoi, gros mauvais blanc. Donc, on a commencé par là, on a vite fait demi-tour. L'hélico ne peut pas, en montagne et dans le terrain, on ne peut pas voler, on vole avec la vue du sol. Il faut avoir la vue du sol. On ne vole pas aux instruments uniquement avec un GPS, des cadrans, des compteurs. Donc, ça, vous entendrez peut-être parler de vol aux instruments, mais ce n'est pas dans ce cadre-là, ce n'est pas en montagne. C'est le vol aux instruments, ça s'apparente plus au vol que font les avions de ligne. C'est pour décoller d'un terrain équipé avec des balises ou des procédures qui sont déterminées, transiter jusqu'à notre terrain, équipé et se poser. Ce n'est pas pour venir grenouiller dans le massif. Donc là, on ne peut pas, on fait demi-tour là-bas, mais on n'a aucune idée de l'itinéraire, on ne sait pas où est l'égal. Est-ce que c'est à la montée, à la descente? Donc on essaie de l'autre côté, on peut s'engager un peu sur la mer de glace, mais rapidement on est stoppé. Donc là on rentre et puis voilà, le jeudi se passe comme ça. Mais on continue à vivre avec cette opération à l'esprit, quoi. Elle est toujours là. À partir de ce moment-là, on sait aussi qu'elle est dans le couturier, parce qu'on a retrouvé le couple avec qui elle est passée la nuit, on l'a retrouvé, on l'a auditionné. Donc on sait qu'elle est dans le couturier. Mais jusqu'à-là, on ne savait pas. Et à partir de ce moment-là, quand vous savez à peu près où elle est, il n'y a pas des gens qui partent à pied pour essayer de la rejoindre. Ou c'est vraiment trop mauvais. Là, il fait mauvais. En fait, on sait qu'elle s'est engagée dans le couturier, mais on ne sait pas si elle a franchi le sommet, si elle a eu un pépin à la descente sur l'itinéraire. Donc voilà, on sait qu'en tout cas, on ne va pas la chercher jusqu'entre l'Ognan et le couturier, et le bas du couturier. On sait qu'elle s'est engagée dedans. Mais après, ça reste vaste quand même. Ça reste vaste. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous posez la question, c'est un peu dur comme question, mais en termes de chances de survie, est-ce que vous dites à ce moment-là, au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, elle est toute seule dans le massif du Mont Blanc, il a fait mauvais, elle est dans une voie difficile, est-ce que vous posez la question un peu presque statistiquement, froidement, des chances de survie? Ou vous dites non, on s'en fout, on cherche? Les deux. Les chances sont ténues, mais on cherche. On y pense, mais voilà. on cherche. Mais on cherche. Voilà. Donc le vendredi, on continue à chercher. Le vendredi, on a fait 2 rotations. Le matin, on a pu aller jusqu'au pied du couloir couturier, donc on a pu monter un peu plus haut que la veille. Et l'après-midi, on a pu remonter le couloir jusqu'à 3400 mètres à peu près. 3004, après c'était le blanc complet, donc on ne pouvait pas aller plus haut. Même la descente n'était pas évidente. C'est toujours plus facile de monter que de descendre. Je pense que c'est pareil pour les alpinistes. Moi je fais appel de parmelan, mais je vais manger avec le gardien là-haut. Et d'ailleurs, après le repas, la descente est plus dure que la montée. À l'hélico, c'est pareil, c'est comme à pied. Donc on a pu monter à 3004, je crois que tu nous as entendu, il t'est venu à l'esprit de jeter un sac. Ah non, pas à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là. D'accord. Bon. J'avais entendu vaguement mais je ne suis pas sortie du trou. 3004, et puis le pendant, quand on ne pouvait pas aller plus haut d'un côté, on faisait l'autre côté, quoi. On a pu aller jusqu'au couvercle, mais bon, il manquait quand même tout un secteur. Gaëlle, elle n'a jamais eu à l'esprit de jeter quelque chose. Non, je l'ai jamais. Voilà, jamais ça. Je pensais. Tu l'as su après parce qu'on a donné l'info, mais sinon. Mais non, ça m'est pas venu à l'esprit. Voilà. Et donc, dans le trou, qu'est-ce que tu entends? Tu es très isolé parce que la neige s'est accumulée à ce moment-là, donc j'imagine que tu es quand même isolé des bruits extérieurs, t'entends? Oui, je m'entends vraiment, c'est lointain.
Mais à ce moment-là, je suppose quand même qu'ils sont en train de me chercher. Donc ça me fait plaisir quand même. Ça me fait plaisir d'entendre l'hélico, même si c'est lointain, même si je sens que la tempête est encore sur moi. Ça fait quand même plaisir. Donc, vendredi. Vendredi. Je pense, là je voudrais m'adresser à monsieur le papa, parce que c'est le vendredi que vous êtes passé. C'est le jeudi. C'est le jeudi? Oui. C'est le jeudi. Le jeudi soir. Ouais. Ben, c'est bien que j'aurais pu appeler oui. le mardi, sais. mais je ne savais pas. Ouais. Et on se sent tous un peu... Enfin, moi je me sens responsable, bien sûr, de l'avoir amené déjà en voiture. Et puis de... Mais personnellement, on n'a pas à se sentir responsable des conneries que font les jeunes. Tout ça. Non, alors, à un moment donné, j'ai eu un coup de colère. C'était le mardi soir. Et j'ai dit ça suffit, maintenant ça suffit. Et je n'ai pas rappelé. Et jusqu'au jeudi, jusqu'à temps qu'un de ses amis m'appelle, j'étais inquiet. Quoi. Et c'est le jeudi que j'ai réalisé qu'il le jeudi soir, vous êtes passé à la DGL de l'accord. Oui. Et bien, je voulais profiter de l'occasion parce que après votre visite, après votre départ, je me suis senti mal. Parce que je me suis dit, mais on a parlé que technique, on est resté un peu froid. Il n'y a pas eu d'humain. En gros, c'est vrai que nous, dans notre boulot, il y a l'aspect humain en disant, bon, il y a quelqu'un, elle est disparue, elle est là-haut, est-ce qu'elle va s'en sortir? Mais il y a le côté technique. Le côté technique, bon, c'est bouché, mais on n'y va pas. On ne peut pas y aller, on ne peut rien faire. Les conditions pour une équipe terrestre, ben, c'est pas top. Un hélico, on ne peut pas faire, ben, on attend, et ben, on continue, on mange. Je ne sais pas si vous n'êtes pas venu pendant qu'on était en train de manger, d'ailleurs. Oui, parce que, ouais. Alors là, après votre départ, je pense que nos propos ont été un peu trop brefs, un peu trop froids. Sincèrement, je me suis senti mal. Parce que moi, après votre départ, je me suis dit, mais mince, on est resté que sur le... Ouais. On s'est adressé à lui que sur le côté technique en disant, mais non, il fait pas beau, on y va, on continue de manger. Il aura peut-être une impression d'indifférence, Mais non, mais moi c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, mais mince, on n'a même pas eu peut-être un mot de réconfort en disant, bon, mais allez, on va y aller, on attend l'éclaircie. C'est peut-être une façon aussi de se protéger, parce que vous faites ça tout le temps. Au bout d'un moment, sinon à 25 ans, vous quittez le boulot, quoi. Ben là, j'ai 26 ans, je suis toujours là. C'est bien ce que je dis, c'est pour vous protéger, sinon on ne s'en sort pas, quoi, quelque part. Mais ça fait vieillir ce boulot. Hein. Ah, donc c'est pour bien se protéger aussi. Oui, mais non, mais ça qu'on n'est pas humain. Alors bon, je vous le dis, non, on n'était pas indifférents, on était entièrement concernés. Moi déjà, j'étais ailleurs et pour moi, elle n'était plus là. La haute montagne ne pardonne pas, donc moi j'étais dans cette optique-là, et alors, moi c'était fini. Pour répondre à la question, quand on évalue les chances de survie, oui, on y pense, on se dit c'est de plus en plus ténu, mais bon, il y en a encore, on continue. Quoi. On continue. Et voilà, ben, le vendredi s'est passé, on a fait nos 2 tentatives qui n'ont pas abouti. Et puis après, on va passer au samedi ou au vendredi soir. Jeff, toi. Du coup, ouais. Moi, je reprends le samedi. Bon, là, vous avez compris en fait qu'on forme vraiment une équipe qui est hyper soudée, que ce soit entre les pilotes, ce qui se passe au bureau, ce qui se passe à la DZ. C'est pas un secouriste qui arrive au bout d'un cap comme ça, qui approche Gaël et qui s'en va. Le secouriste est super fort, bravo quoi. Non, c'est vraiment, ça se fait pas du jour au lendemain. On est vraiment une équipe, là ça sort un peu du cadre du livre quoi. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce métier, la force, c'est qu'on est une équipe d'hommes et de femmes. Et on travaille tous ensemble, main dans la main. Quoi. Et en fait, le samedi, il démarre surtout grâce à Richard, parce que s'il y en a qui fait une nuit blanche du vendredi au samedi, parce que la veille, le président se dit peut-être que demain matin, il y aura une éclaircie assez tôt le matin. C'est pas moi qui me suis levé, parce que bon, en fait, ça va être très bien. C'est pas moi qui suis allé regarder le ciel, parce que ben, ça, c'est la partie de Richard. Donc lui, il s'est réveillé assez souvent dans la nuit, jusqu'à ce qu'il estime que... En fait, il s'est endormi très peu souvent. Voilà. Les nébulosités permettent le vol, et à partir de là, il appelle l'équipe de secours. Quand je dis l'équipe de secours, c'est les secouristes et aussi le médecin.
je disais qu'on forme une équipe. Là, on est effectivement l'équipage et les secouristes, mais il y a aussi les médecins urgentistes qui travaillent avec nous. Et même si on est gendarme secouriste, on n'est pas non plus médecin. Donc on doit travailler dans des cas comme ça. Parce qu'effectivement, si on décolle le matin, c'est pour trouver quelqu'un de vivant. Mais quelqu'un qui est probablement fatigué, et probablement hypotherme aussi. Et donc il faut aussi qu'on ait le médecin. Et donc le matin, vers 5h30, 6h, on se retrouve à la DZ, prêt à partir, parce que l'aérologie va permettre à Richard de faire décoller sa machine. Donc, par rapport à cette aérologie aussi, on fait le choix de ne pas prendre de médecin, même si quand vous voyez passer l'hélico, on a l'impression que le C-145 c'est un truc énorme. On est quand même, le poids d'une personne ou de 2 personnes, ça peut vraiment influencer sur les réactions de la machine. Et donc on fait le choix de laisser le médecin, puisque la verte à vol d'oiseau de la DZ, ce sera un vol qui peut être juste de l'ordre de la minute ou des 2 minutes si l'urgence le demande. Donc la médecin est à la DZ, prête à intervenir. Et on part à 2 secouristes, parce que c'est comme ça, c'est notre façon de travailler, on est une cordée. Eux, ils sont un binôme aussi, un qui fait les yeux pour regarder pendant les treuillages, et un qui conduit, et nous, on est une cordée. C'est-à-dire quand on est sur le terrain, en montagne, globalement, on y va à 2, ça ne va pas tout seul. Juste une précision, ça veut dire que vous êtes tous endormis, endormis, je ne sais pas, mais le vendredi soir, vous aviez tous en tête que... il y avait quelque chose qui se profilait pour c'était possible, on savait qu'il y avait vous étiez tous qu'il y aurait un petit créneau qui peut-être permettrait, mais petit créneau, et que derrière il y avait une grosse période de mauvais temps. En gros, le créneau, s'il était là, il ne fallait pas le louper. C'était le créneau. Pour le regarder un peu de l'extérieur, parce que je n'étais pas sur le terrain, il y a des fois où on a des fenêtres météo, c'est le prévisionniste qui nous annonce ça, donc il y a le gendarme Planton qui dort au PG, qui regarde, et puis qui appelle tout le monde si ça fait. Mais là, c'était tellement sensible, et puis tout le monde était dans cette recherche que tu n'as pas dormi la nuit, quoi. Non, mais moi j'avais dit au PG, bon, de toute façon, c'est surtout sur une opération comme ça, c'est surtout les capacités de l'hélico qui comptent, qui peut faire ou pas, donc c'est au pilote de juger. Donc moi j'avais dit au PG, je m'en occupe, quoi. Je veille, il y avait zéro je veille, donc au cas où je m'endors, je me mettais en réveil, 1 heure après, mais je m'en suis pas trop servi. Je n'avais pas trop fait sonner. Mais il se trouve que vers 4 heures du match, j'ai commencé à voir 1 ou 2 étoiles. Et là, bon, ça ne permettait pas encore de voler. Mais vers 4h30, je pense que j'ai dû appeler le PGHM en disant si le créneau est là, il faut qu'on soit prêt à décoller dans l'instant. Donc pas au lit à se téléphoner, à dire on va peut-être y aller. On se rejoint à la DZ et puis on attend là-bas. En fait, c'est ce qu'on a fait. On a attendu là-bas. Quand on est arrivé à la DZ des Bois, il faisait encore... on était entre loup et chien. Il faisait encore un peu nuit, il y avait encore de la nébulosité, des nuages. Mais 1/2 heure après, je crois, à peu près, on a patienté un peu, bu un café. Et puis dès qu'on a pu décoller, il ne faisait pas encore jour, mais on a fait l'itinéraire. On a vu que c'était dégagé, dès qu'on est sorti de 3 nuages. C'était dégagé au-dessus. On a fait l'itinéraire. Assez rapidement, on a fait tout l'itinéraire en disant, bon, elle est où? Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'elle va faire signe? Et puis on va déjà faire l'itinéraire pour faire du bruit, et après on repassera. Voilà. On a déjà vécu des cas comme ça où quelqu'un il est comme Gaël, dans son trou enfermé, on fait du bruit et ensuite on cherche, quoi. Voilà. On lui laisse le temps au moins de se dégourdir, de sortir, de faire signe, de faire quelque chose. Voilà. Donc on a fait, quand tout à l'heure vous parliez des 2 passages et de la possibilité que le premier passage ait pu occasionner le rêve, en gros il a dû y avoir même pas 20 minutes entre les 2 passages. Ouais. On est passé le temps de faire la verte, le whimper derrière, un peu les alentours du couvercle, la mer de glace, et puis revenir, et là on s'est dit, bon là on va chercher en détail maintenant on va faire du détail. Donc on a remonté le couloir tout doucement. Donc là le bruit il est plus voilà. Et les yeux. Le bruit il est plus intense. Là en fait on fait ce premier passage. Jusque là c'est vrai que moi en tête on partait pour chercher quelqu'un qui était en bonne santé.
Mais une fois qu'on est monté et redescendu et qu'on a trouvé personne, là pour moi ça s'annonçait quand même moins bien. Du coup on fait le retour en fait en partant du refuge du Couvercle. On remonte pas Wimper Couturier, en fait on fait tout le tour par les Y, le Mont Blanc. Clairement là on est en train de chercher quelqu'un qui a dévissé, quoi. On est un peu, on prend pas trop d'altitude. Et moi je regarde surtout les rimels, les pieds des faces. Parce qu'à partir de là, je me dis, ouais, ben, elle a dû, peut-être qu'elle a continué dans le mauvais temps, qu'elle est tombée. Donc, pour moi, ça bascule à partir de là. C'est un peu plus négatif. On fait tout ce versant. Il a fait tellement mauvais les jours avant, c'est tellement blanc qu'on voit rien. Si c'était cette option-là qui s'était confirmée, on l'aurait probablement par tous les titres au gars, avec toute la neige qui avait tombé. Et donc là, on ne voit rien. Et bon, on cherche toujours parce qu'on est là pour ça et que voilà, faut qu'on ait quelque chose, quoi. On peut pas rentrer sans avoir trouvé quoi que ce soit. Donc moi je scrute vraiment tous ces pieds de face, mais sans résultat. Du coup c'est vrai qu'on repart et là comme le dit Richard, là lui il colle vraiment la bulle de sa machine à l'avant, le nez de son EC145. De façon un peu proche, moi, je trouvais de la neige. Mais sachant qu'il n'y a pas de traces à suivre, c'est quand même c'est quelque chose qui se skie aussi, quoi. Donc j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est super large, je ne connais pas le coin. On remonte par rapport aux traces qu'on a vues les jours précédents. Donc, le pilote à l'avant de la machine qui est devant, là, avec le couloir, Richard qui regarde devant. On a ouvert les deux portes latérales de l'hélicoptère. Moi je suis assis d'un côté. Il fait froid, t'as pas vu. Et Lionel, le mécano, de l'autre. Donc là on balaye vraiment à 180 degrés là, tout le couloir. Enfin tout le couloir qui est quand même super blanc. On regarde, et puis c'est quand même long. Hein. Quand même en hélico. Hein. C'est long, mais Richard remonte vraiment très très lentement hein, voilà, de toute façon dans tous les cas ce sera le passage définitif, on ne fera pas 50 derrière, on remonte vraiment tout doucement ce couloir et puis en même temps je regarde quand même vers le haut, je vois le sommet de la Verte qui s'approche, c'est vrai que c'est pas trop le bonheur hein. Et puis on voit aussi la fin, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a aucune raison qu'elle soit là. Et puis si, quoi. Donc, je crois que le premier qui la voit, ça doit être toi. Là. Oui. Moi, c'est assez... c'est pas souvent, des fois, quand on retrouve quelqu'un, même, on le voit de loin, et puis... mais là j'étais vraiment collé, un peu proche. Et là, c'est vraiment tout d'un coup un bouchon de neige qui saute, et une tête qui sort des bras, et ça ressemblait à une naissance, quoi, presque. Si c'était la date anniversaire, c'est la deuxième. Donc, moi, j'avoue que, bon, comme tu disais, Astrid, on envoie, on se protège peut-être... mais là j'ai quand même les yeux, j'ai une bouffée qui m'est montée, les yeux qui sont embués un peu, ça n'a pas aidé au treuillage, peut-être. Je sais pas, Lionel, tu l'as vu sauter, toi? Je t'ai demandé de te concentrer encore 2 minutes. Quand tu m'as dit que tu pleurais, je t'ai dit de te concentrer 2 minutes. Ben oui, je dis, là, je peux pas, j'ai les yeux tout... et ça va geler. Non, mais ouais, là, c'était tellement proche et soudain que oui, ça marque. Celui-là, il va rester. C'était proche, comment? Ouais, comme ça. Non. Non, mais quand on cherche, je sais pas, on a peut-être les pales. En treuillage, on va plus près, mais en recherche, les pales, je sais pas, 5 mètres ou... Bien trop proche. Ouais. Proche, toi. Et Gaël? Elle était proche. Tu vois? Ah oui, je le vois tout de suite. Je lui fais signe, je leur fais signe jusqu'à que je vois leur regard. Et quand ils m'ont vu, là, c'est gros soulagement. Mais là, pour nous, c'est la... Du coup, il y a un peu cette euphorie là que dit Richard, mais là, c'est vrai qu'il ne faut pas... Mais comme dit Lionel, ressaisis-toi, reste concentré. Et c'est vrai, en gros, souvent le mécanicien treuilli, bon, c'est vraiment un équipage,
On n'est pas mariés parce qu'en gros, non mais on est 5 pilotes, il y a 6 mécanos, mais on change de pas comme. Et c'est vrai que souvent le mécanicien treilliste, il est un peu plus détaché de l'aspect pilotage, mais il fait chien de garde un petit peu. Donc, mais donc oui, donc il y a cette euphorie, mais c'est pas gagné quoi, parce que il y a quand même le vent, ça turbule un peu. Ça bougeait beaucoup. Ça commence à bouger un peu parce que le créneau, le fun commence à revenir de nouveau, et ça turbule un peu. Donc on se dit, de toute façon, il ne faut pas perdre de temps. Et donc on a engagé le treillage, je ne me souviens plus, rapidement. Dans la foulée. Ouais. Dans la foulée, tout de suite. Quoi. On est resté là, Jeff, voilà, Lionel a pris le relais pour faire le treillage. On est resté là, on n'est pas allé faire un tour. Non, mais ne serait-ce que on aurait pu pour s'alléger, faire le point, non. Et le rôle du secouriste à ce moment-là? Donc là, voilà, on trouve Gaël, il va falloir, comme on dit, l'extraire. Mais là, après, il y a elle est en bonne santé, a priori, là, parce qu'elle bouge. Mais il ne faudrait pas qu'on aggrave la chose en venant la chercher. Je veux dire, elle est hypotherme, ça fait 100 heures qu'elle est à peu près à 0 degré dans sa crevasse. C'est à peu près ça la température, voire un poil moins. Et il y a une règle en secourisme qui dit que les personnes hypothermes, il ne faut quand même pas les secouer dans tous les sens. Et en fait, on risque surtout un arrêt cardiaque si on la passe d'une position à une autre. Donc moi, c'est un peu mon premier souci. Là, je suis tout seul. Si je vais chercher Gaël et puis qu'elle me fait un arrêt cardiaque devant moi, ça va pas être idéal. Donc je tente de proposer une autre solution, c'est-à-dire voilà, 2 secouristes, éventuellement ce qu'on appelle une perche, notre brancard dépliable, pour permettre de sortir Gaël au mieux. Mais là, voilà, on discute avec le pilote, mais Richard, vous allez sentir que là, par rapport à l'aérologie, si on fait l'usine à gaz que je suis en train d'inventer, on va peut-être probablement poser 2 secouristes et un médecin. Mais le problème, c'est qu'on restera au sommet de la Verte, qui fera mauvais, et là, on y restera une semaine. Il ne faut pas perdre de temps. Donc il y a peu de chances que même si on est à côté d'elle, on sera peut-être à côté d'elle, mais on n'arrivera pas à la sauver. Donc on part pour un treillage, c'est-à-dire on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'arrêt cardiaque. Moi je me refais un peu le schéma de RCT avant. Non, l'animation voilà, ça fait partie de ces choix qui sont pas simples dans notre boulot. C'est pas toujours des trucs qui déroulent. On a beau être bardé de diplômes, de secourisme, des guides de haute montagne, c'est les meilleurs pilotes du monde, les pilotes de montagne. Mais voilà, on a quand même le destin d'une personne entre les mains. Moi j'ai déjà laissé passer une fois en plus, je n'ai pas tenté ma chance 2 fois. Et ok, on lance le treillage, on se rebrief un petit peu avec Lionel, parce que c'est quand même un treillage à 4000 mètres d'altitude. C'est bien on se remet de rediscuter à 2, de rappeler 2-3 petits fondamentaux, c'est bien pour tout le monde. Ça réconforte tout le monde, même si tous les deux on sait exactement ce que va dire l'autre. Ça réconforte avant de se lancer là-dedans. Donc moi j'arrive au niveau de Gaël. Là, ma deuxième crainte, c'est que dans l'euphorie, elle se précipite un petit peu sur le secouriste. C'est des choses qu'on a déjà vues dans certains secours où les victimes sautaient sur leur secouriste, mais vraiment quoi. Et du coup, les secouristes devaient les cintrer dans les bras, essayer de les tenir au mieux. Moi, je savais que j'avais pas la force physique de tenir de 4000 mètres jusqu'à la DZ. Ça, non, ça allait pas le faire. Donc, et aussi dans l'approche, on essaye de se faire poser au mieux. Pour éviter ça, j'essaye de lui expliquer ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Mais bon, de toute façon, vu avec le bruit, le vent et la neige qui vole, je pense qu'il n'y a absolument rien compris. Comment elle est équipée? Est-ce qu'elle a un bouclier? Voilà. Et une fois que je suis à côté d'elle, bon, c'est bon, elle est toujours en place. Il faut que je la sécurise à moi. Et il faut aussi que je la désécurise de la montagne. Parce que j'imagine que ça fait... Enfin, c'est pas j'imagine, je sais que ça fait 4 jours qu'elle est là. Elle a sûrement dû s'accrocher à la montagne par l'intermédiaire d'une broche, d'une vis à glace. Elle a son sac, est-ce qu'il n'est pas coincé à son sac? Autant de choses qui, si je me précipite dans mon treillage,
En fait, on va avoir l'hélicoptère via le câble, via le secouriste, via la broche à glace qui va tout être accroché à la montagne. S'il y a un mauvais coup de vent à ce moment-là, au lieu d'avoir sauvé une personne, on risque d'avoir beaucoup de monde au tapis. Donc ça, dans ces quelques secondes, c'est aussi ce qu'il faut que je vérifie, c'est qu'elle n'est vraiment pas solidarisée à la montagne. En prime que son baudrier n'est pas trop desserré pour qu'on évite de treuiller quelqu'un, que ça bascule et que j'ai plus qu'un baudrier avec moi. Donc ça fait beaucoup de choses à faire en quelques secondes, ce qui fait que ça reste quand même quelque chose d'assez intense quand ça se termine, puisque là ça se passe bien, pas d'arrêt cardiaque, pas de vache, pas de solidarisation à la montagne, tout va bien. On peut embarquer à bord de l'hélicoptère, on fait un stop à la DZ où la Clémence, où le médecin. Le médecin est là, et le médecin qui l'accompagne jusqu'à l'hôpital de Saint-Lô. Un peu de pétrole. Voilà. Et juste une question. À quel moment le raisonnement technique laisse le pas à l'émotion? C'est-à-dire que j'imagine que quand tu arrives et que tu retrouves Gaël, tu es d'abord dans un raisonnement justement de sécurité, de procédure à suivre, et à quel moment tu te dis c'est bon et que tu peux libérer quelque chose? Ah, moi je me dis c'est bon quand il y a le médecin qui est à côté de moi. Parce que tu vois, je reste quand même, même si ça dure, c'est très court, il faut que je sois présent à côté d'elle pour lui parler, la maintenir réveillée, pour voir son état un petit peu, justement évaluer rapidement dans quel état elle est. Évidemment, je ne vais pas lui enlever ses chaussures pour voir si elle a des jours ou pas. Je pense que j'ai enlevé mes gants, j'ai passé mes gants, voilà, on discute, mais c'est plus... c'est pas du tout par sympathie que je discute avec elle, quoi. Là c'est pareil, c'est toujours professionnel, il faut savoir comment elle est et la maintenir jusqu'à ce que le médecin soit là. Et après, je sais que s'il y a quelque chose qui se passe, moi je serai là pour l'assister évidemment. On peut pas se relâcher, c'est pareil pour le vol, il n'aura pas coupé son moteur, jusqu'au bout il peut se passer quelque chose. C'est jamais... voilà, tant que la machine n'est pas rentrée, on doit être concentré, c'est ça qui... C'est comme en montagne, quoi. Si tes voyants ils sont toujours dans le rouge, donc tu n'es pas dans la benne. Sinon c'est là que tu vas avoir des soucis. Ouais. Et le coup de fil au papa, c'est qui le passe? C'est pas vous, je sais pas, c'est quelqu'un du PGHM, c'est confiné de Chamonix. C'est de qui? Effectivement, c'est un coup de fil, il m'appelle, Monsieur Cavalier, je dis oui. Vous êtes le papa de Gaël, je dis oui. C'est un peu long là déjà. J'attendais qu'on m'annonce qu'elle n'était plus là, quoi. Et d'un coup il me dit, on l'a retrouvée, elle est vivante. Imaginez. Pour moi elle était morte, et non, elle était vivante. Alors on pleure encore un coup. Donc un peu de violence en vous, là, à ce moment-là. Vous lui en voulez encore un petit peu ou tout est effacé? Non, pas pour celui du téléphone, quoi, je veux dire. Vous voyez, là, à ce moment-là... le coup de téléphone, non, moi, le coup de téléphone, j'attendais un coup de téléphone, mais quand ils me disent qu'elle est vivante, ça, effectivement, je m'en souviendrai toujours de elle est vivante. Je m'en souviendrai toujours. Bien sûr. Donc là, on a un beau livre, finalement, un livre qui tient un quart d'heure sur une course en montagne qui se termine par un plantage manifeste, et puis après, 3 quarts d'heure de l'action du PGHM, formidable. Il y a deux histoires, tu as raison et tu as tort. Il y a deux histoires parce qu'il y a une histoire dont moi je suis ravi qu'elle ait eu lieu ici, c'est que j'ai eu ce cours qui se termine bien et dont on a l'occasion de parler, et qui est l'occasion de parler du rôle du PG, je trouve que c'est formidable. Et le livre, c'est le contre-champ de ça. Il y a une intériorité, il y a une façon de raconter ce qui s'est passé pendant ce temps-là, qu'on n'a pas voulu complètement dévoiler, parce qu'il s'est passé aussi des choses dans le trou qu'on peut découvrir dans le livre. Il y a champ, pour moi c'est champ et contre-champ. Il y a vraiment une histoire qui a pu s'épanouir ici et que je trouve extraordinaire, et il y a le complément dans le livre. Tout ça n'est pas raconté dans le livre, du coup, c'est vrai que c'est formidable d'avoir votre témoignage aujourd'hui, parce que c'est pas dans le livre, ça. Pour la petite histoire, on pose Gaël à Salanches, à l'hôpital. Bon, il faut 6-7 minutes de vol. La même chose au retour, quasiment, mais on s'est arrêté là-bas pas longtemps. Et au retour sur Chamonix,
la verte, elle est dans la couche et on n'y retourne plus de 3 jours. Donc là, on se dit, c'est bon, on n'a pas loupé le kilo, quoi. Ouais. On l'a eu. Bon, allez, en conclusion, bonne année. Merci beaucoup. On vous invite tous à boire un verre et à partager le gâteau avec Gaëlle. Joyeux anniversaire. Merci. Et si vous le souhaitez, elle peut même vous dédicacer son livre. Elle peut même le dédicacer, ouais. Moi, on est ravis que tu sois là pour fêter ton anniversaire.